Bonjour les amis, c'était pas du tout prévu parce qu'on ne devait pas avoir de 3G ici, mais de manière totalement inattendue, la connexion est arrivée. Du coup on s'est dit que peut-être ce serait intéressant de commencer un petit live. Là c'est la deuxième fois qu'on tente d'aller dans les camps et le but de notre expédition du jour, c'est de se rendre à l'île à l'extrême sud du Bangladesh où tous les Rohingyas accostent après avoir fui le Myanmar. Alors là on n'y est pas encore parce qu'on a eu des soucis parce que la route est dans un excessivement mauvais état. Donc on a traversé par l'eau et puis après on devra prendre un bateau. Et sinon je peux vous décrire un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc jusqu'à présent on a vu beaucoup de Rohingyas dans une détresse extrême, qui avait très froid. Il a plu les 12 dernières heures, donc toute la zone est inondée. Et par contre, à côté de tous ces Rohingyas démunis qui transportaient souvent des sacs excessivement sommaires sur leur dos, il y a beaucoup d'autres gens là maintenant, qui sont en fait dans la majorité des cas des Bengalis, des habitants du Bangladesh de Dhaka, qui sont riches et qui décident de venir aider les Rohingyas. Et donc là, pour vous donner un petit peu un aperçu de là où on est à l'extrême sud du Bangladesh, à 2 heures de route de Cox's Bazar, la dernière ville. On est à peu près à 45 minutes des premiers camps dont on vous a montré les photos la dernière fois. Là, il y a Margot et Noé et notre fixeur qui nous accompagne, qui fait fixeur et traducteur. Là, c'est les bateaux de pêcheurs qu'ils utilisent pour traverser la baie de Bengale. Il y a deux moyens principalement de rentrer jusqu'à présent. Soit les Rohingyas traversent la frontière terrestre qui se situe dans les montagnes, qui, je ne sais pas, je pense, elle est par là, un petit peu montagneuse, et effectivement la mer. Le problème avec cette frontière terrestre, c'est que pour le moment, elle est fermée par la police des frontières du Bangladesh. Et donc c'est pour ça que beaucoup de Rohingyas changent leur itinéraire et commencent à arriver par la mer, à travers la baie de Bengale, à travers cet océan qui est partagé entre le Bangladesh, la Birmanie et l'Inde de l'autre côté. Et ce qui se passe aussi, la raison pour laquelle ils ne peuvent plus passer à travers la frontière terrestre, c'est qu'en fait, au Bangladesh à l'heure actuelle, la frontière n'est pas techniquement fermée, c'est-à-dire que l'armée et la police des frontières ne tirent pas sur les Rohingyas, ni ne les empêchent de rentrer, mais s'ils se font attraper par cette police des frontières, en fait, ils seront placés dans des camps spéciaux avec uniquement les Rohingyas qui ont été attrapés par cette police des frontières. Cette police, elle s'appelle la BGB, Border... BGB, Border Guard Bangladesh, et ces camps s'appellent les BGB Camps. Et donc c'est la raison pour laquelle ces Rohingyas, on espère qu'on va pouvoir voir des bateaux arriver pour pouvoir vous montrer ça et avoir des images, mais c'est la raison pour laquelle ces Rohingyas arrivent plutôt pour le moment par cette île. Par contre, autre information, on nous a dit que le nombre de Rohingyas qui fouillaient le Myanmar avait diminué drastiquement ces derniers jours. Et donc voilà, on ne sait pas trop actuellement ce qui se passe au Myanmar, donc c'est difficile d'en tirer une quelconque conclusion que ce soit. Mais en tout cas, on a tenu à aller à cette frontière là maintenant, parce que peut-être que dans une semaine, il n'y aura plus de bateaux. Ça, l'avenir nous le dira. Sinon, pour vous expliquer un petit peu tout ça si vous nous rejoignez, on est au sud de Cox's Bazar avec Margot et Noé. On se rend sur l'île où les Rohingyas traversent la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh par bateau. Là on n'y est pas encore, on doit marcher. La région est excessivement sinistrée, ça c'est la route. Cette route a été cassée il y a 2 mois avec des inondations, mais les pluies d'hier à un moment l'ont sectionnée sur une portion de 50 mètres, ce qui fait qu'on a dû traverser les marais qu'il y avait derrière nous. Mais donc a priori, tous les gens qu'on voit partir dans ce sens-là ne sont pas des Rohingyas, ce sont des Bengalis qui viennent aider. Certaines des personnes qui croisent par contre maintenant dans l'autre sens sont effectivement pour certains d'entre eux des Rohingyas. À quoi d'autre est-ce qu'on a assisté? On a assisté à des scènes un petit peu cocasses où on a vu un humanitaire de Turquie qui était sur place, et donc en fait son seul but, il avait une grande poche d'argent et il donnait de l'argent, des petits billets, des petits montants à tous les Rohingyas qui croisaient pour
essayer de leur faciliter un petit peu la vie et le démarrage ici. Avant d'arriver ici, on a vu beaucoup de Rohingyas qui ne bougeaient pas forcément beaucoup, qui étaient un petit peu dans l'expectative. Notre fixeur nous a dit qu'en fait ils n'ont pas forcément beaucoup de contacts ici, donc ils sont un peu perdus et donc ils attendent. On en a vu beaucoup au bord des routes. Et sinon hier on avait rendez-vous avec un membre qui travaille pour l'UNHCR et on a pu lui poser un petit peu plus de questions, mais j'arrête mes explications là pour vous montrer ce qui se passe devant moi. Manas, are those people Rohingyas? Ça donne un petit peu l'idée de la détresse de ces gens et des conditions climatiques. Là on est chanceux parce que la pluie s'est arrêtée. Il y a 15 minutes on était complètement traversé par la drache, c'était impossible de bouger, les gens grelottaient. On voit peu de distribution de nourriture, on ne comprend pas très bien comment est-ce qu'ils s'en sortent, comment est-ce qu'ils se nourrissent. Et alors si à un moment quelconque vous avez des questions, surtout Salam alaikum. They are coming right now. Okay, they just arrived. Can you ask them what's inside the bag? And polythene. And the rice also. Okay. And arkiase. बहुत किसो আছে তাহলে বাসন বহুত কিছু আছে Important elements. Sorry? Some important elements. Important elements. All right. Okay. Thank you. Mongdu Tashodana, Maluka, Mangaraka, Monduria Lakari. They are coming from Mongdu. Ok, alright. Bon, on va pas les retenir plus longtemps parce qu'ils portaient des choses. Du coup, c'était pas vraiment le moment le plus propice pour réaliser une interview. On essaiera un petit peu plus tard de leur poser des questions. Et donc voilà les conditions dans lesquelles on est. Si vous nous rejoignez à l'instant, on rappelle qu'on est avec Margot et Noé et notre fixeur Manas qui est devant nous. On est à 2 heures de route de Cox's Bazar. On est à l'extrême sud du Bangladesh. On se dirige vers l'île où les Rohingyas arrivent par bateau. Il y en a déjà certains qui arrivent ici. Là on voit un speedboat, mais généralement ce sont plutôt ce genre de bateaux noirs. On voit ici qui sont des bateaux traditionnels de pêcheurs. Voilà, on avance excellemment parce que les conditions sont très difficiles. Et sinon, on va essayer peut-être d'aller interviewer des Rohingyas. La mer est devant nous. Ici on parle d'un ratio de 70% de femmes et d'enfants et de 30% d'hommes. Et on a reçu une information nouvelle qu'on n'avait pas lors de notre dernier live. C'était qu'en fait le chef des talibans du Pakistan aurait appelé tous les Rohingyas à quitter leur maison pour permettre aux hommes Rohingyas de se battre contre l'armée birmane et pour ne pas que ces femmes et ces enfants soient utilisés comme boucliers humains par les bouddhistes dans leur lutte contre les Rohingyas. Alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est la retranscription littérale de son discours sur internet. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que ça expliquerait quelque part ce ratio qu'on voit sur le terrain de 70% de femmes et d'enfants, parce qu'en fait les hommes resteraient sur place pour se battre. Donc on peut éventuellement craindre une escalade du conflit, puisque actuellement ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont toujours au Myanmar, prêts à en découdre avec l'armée birmane. En revanche, on les décrit dans certains médias comme des terroristes ou comme des rebelles. Il faut savoir quand même que les Rohingyas qui décident de se battre aux côtés de l'Arsa contre le Myanmar sont excessivement mal armés. Ils ont des couteaux, ils ont des sabres, et ils ont très peu d'armes. On arrive à un endroit où il y a un petit peu plus de monde. Et alors on disait tout à l'heure que la majorité des gens qui vont dans cette direction ne sont pas des Rohingyas. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont si bien habillés entre guillemets, et qu'ils ont des valises sur leur tête et pas des sacs de jute. Et donc c'est en fait tous ces gens avec des toges blanches, ce sont des imams, des gens extrêmement pieux, musulmans, qui décident d'aider leurs frères musulmans Rohingyas et qui viennent ici avec des vivres, avec de l'aide humanitaire et qui désirent les aider. Alors là on a un petit problème, c'est qu'on peut avancer et de nouveau la route est bloquée. Et donc je ne sais pas très bien
bien si je vais continuer à faire ce live en même temps que je vais essayer de traverser. On ne sait pas très bien. Et pourquoi est-ce qu'on traverserait pas là? Ah, ok, donc on a un dilemme parce que là-bas c'est très profond mais c'est facile d'accès. Et là c'est plus difficile d'accès mais c'est moins profond. J'ai pas vraiment live parce que c'est chouette. Le problème c'est que je dois quand même me concentrer sur ce que je fais. Donc je prends mes chaussures et j'essaye de vous garder avec moi. Ok, je donne mes chaussures à Noé et on essaye de traverser la rivière et en espérant qu'une fois qu'on est traversé, on pourra s'entretenir avec certains Rohingyas. Le problème c'est que c'est évidemment délicat puisqu'ils arrivent ici, ils sont exténués. Et c'est un petit peu délicat de les interviewer. Concernant leur voyage, les informations qu'on a eues, c'est que souvent ils partent du Myanmar à 4 h du matin quand le soleil se lève pour qu'ils puissent voir où ils vont. Et puis après ils arrivent ici vers 8, 9 h, 10 h. Alors nous on a raté la vague du matin, on espère pouvoir assister aux arrivages de bateaux du soir. Voilà. Sinon jusqu'ici tout se passe... Aïe ah, ah, ah. Sinon jusqu'ici tout se passait bien. Le problème c'est que là il y a des rochers dans l'eau, je ne les vois pas. C'était un peu douloureux. On continue à traverser et on retrouve le fixeur qui est là en fait. Non, j'ai été en éclaireur, je vous récupère. Sinon, en attendant de pouvoir avancer un petit peu et de vous reparler à nouveau de la situation de terrain, je peux vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on a appris hier à un rendez-vous avec une personne qui travaille pour l'UNHCR et on lui posait des questions sur les conditions de vie de ces Rohingyas qui ont fui depuis plus de 20 ans et qui sont arrivés au Bangladesh depuis plus de 20 ans. Et en fait, elle nous a appris que si on allait sur les plages à côté de notre hôtel, on trouverait des enfants Rohingyas qui font des massages aux touristes pour essayer de gagner un peu de sous. Et que donc toute cette population Rohingya qui est censée ne pas travailler parce qu'ils sont considérés comme des réfugiés, arrivent quand même, ceux qui sont là depuis 15, 10, 5 ans dans des camps enregistrés, arrivent quand même à travailler. Et sinon une autre information intéressante qu'on a eue, c'est qu'il y a tout un business, je me lave les mains parce que je me suis planté, il y a tout un business de faux papiers concernant les Rohingyas, où en fait un de leurs buts c'est d'arriver au Bangladesh, depuis le Myanmar, de se faire des faux papiers de citoyens du Bangladesh au Bangladesh et puis avec ces faux papiers repartir en Indonésie et en Malaisie pour se refaire une vie meilleure. Pour pas mal d'entre eux, selon cette source de l'UNHCR, ça avait l'air de fonctionner. Après voilà, c'est quelque chose que nous on ne peut pas vérifier sur le terrain. Alors, je vous remontre ce qu'on a devant moi et pour ceux qui nous rejoignent la situation, on est au sud, à l'extrême sud du Bangladesh, on est à 2 heures de route de Cox's Bazar avec les collègues et notre fixeur. Le but c'était d'aller se rendre sur cette petite île à l'extrême sud où en fait se dirigent les Rohingyas parce que la frontière terrestre a été fermée ces derniers jours et que donc pour éviter des frontières qui arrêtent ces Rohingyas et les mettent dans des camps spéciaux où il n'y a que des Rohingyas arrêtés par cette police des frontières, les Rohingyas décident plutôt de passer par la mer, de ne plus passer par les voies des montagnes et puis par cette rivière qu'on voit beaucoup dans les médias, mais de plutôt passer par la mer. Et pour le moment, c'est galère. Voilà un peu ce qu'on voit autour de nous les amis. Mais j'ai les doigts mouillés, j'essaye de changer la direction de l'écran. Et donc on est dans une zone extrêmement sinistrée qui est souvent inondée. Et quand on s'est entretenu avec un membre de la diplomatie internationale qui souhaitait rester anonyme, on lui avait demandé si selon elle, ces Rohingyas n'étaient pas persécutés pour des raisons économiques. Parce qu'en fait une des hypothèses c'est que le Myanmar confisque la terre des gens, ça c'est vrai, le Myanmar ces dernières années a confisqué la terre de fermiers aussi bien bouddhistes que musulmans pour ensuite les revendre à des grandes entreprises depuis 2012, depuis que le pays est entré dans le capitalisme international. Et donc en fait, une des hypothèses, ce serait que l'origine de cette crise des Rohingyas, ce ne serait pas tellement un conflit ni ethnique ni religieux, mais plutôt un conflit économique, puisque ces gens dont on a pris la terre subissent une pression énorme et donc des tensions apparaissent pour survivre et pour garder ses biens.
Et cette représentante de l'Union européenne nous a dit non, ce n'est pas un conflit économique, vous n'avez pas idée de la situation sur place, ce territoire est vraiment désert, il n'y a rien d'intéressant dans la zone et personne ne veut y mettre les pieds, les grandes entreprises n'auraient aucun ce genre de territoire. Mais donc tout ça pour vous dire qu'effectivement quand on est ici on comprend un peu pourquoi ils attendu ce genre de propos, que ce territoire était complètement déserté et qu'il n'avait aucun intérêt économique. Ici on se rend bien compte des difficultés. Alors maintenant j'ai pris mes chaussures, je marche sur des cailloux, c'est un petit peu douloureux mais j'ai plein de collègues qui sont là-bas, je vais essayer d'aller les rejoindre et puis on va essayer de continuer notre voyage vers la pointe. Je pense qu'on s'est tout dit, je pense avoir essayé de vous avoir montré ici la situation. Donc là on voit cette longue ligne, dans ce sens là c'est les Rohingyas qui l'empruntent et qui essayent de se rendre dans les camps au Bangladesh. Et puis si on arrive un petit peu plus loin, et si j'ai le choix de la 3G, pour récupérer et de vous montrer ce qui se passe actuellement dans le sud du Bangladesh, où ces Rohingyas essayent de traverser la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh par la terre. Si vous avez... Ah, on a une question. Ça, ils vont où? Eh ben, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu confusant parce que les gens qui vont dans ce sens-là, ce sont les gens qui vont vers le... J'essaie de retourner ma caméra, mais mon doigt... Voilà. Les gens qui vont dans ce sens-là, le sens du Bangladesh, sont les Rohingyas en fait, qui arrivent en bateau ici et qui se dirigent vers les camps du Bangladesh où plus de 450 000 Rohingyas sont arrivés ces derniers jours. Les gens qui se dirigent dans l'autre direction, en revanche, et qu'on voit ici, qui sont beaucoup mieux habillés, ce sont principalement des imams, des riches bengalis ou des habitants du Bangladesh très riches et très pieux, qui décident d'aider leurs frères Rohingyas en leur apportant de l'aide humanitaire sur le terrain, un petit peu d'argent, un petit peu de vêtements ou d'autres supports de la sorte. Mais donc tous les gens qui se rendent en fait vers cette île actuellement avec nous ne sont pas des Rohingyas, les Rohingyas vont dans l'autre sens. Et puis sinon, en vous disant ça, ça m'a fait penser à autre chose. Ils sont confrontés ici à un problème qui peut sembler cocasse, c'est que les habitants du Bangladesh, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, et visiblement il y en a beaucoup de catastrophes naturelles dans le pays, sont souvent extrêmement gentils et désireux d'aider leurs collègues. Et donc, à chaque fois qu'il y a une inondation, tout le monde se dirige dans la zone pour apporter des vivres et soutenir la population locale. Et là, avec cette crise des Rohingyas, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'habitants du Bangladesh qui viennent ici pour aider. Le problème, c'est qu'entre une inondation et une crise humanitaire impliquant près de 500 000 Rohingyas, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et donc, ici, on voit beaucoup d'habitants du Bangladesh qui arrivent avec des camions remplis de nourriture, mais pour 1000 personnes, et puis qui essayent de les distribuer. Et puis ces camions sont pris d'assaut par des Rohingyas parce que forcément, ces Rohingyas ont désespérément faim et qu'il n'y a pas encore d'aide organisée systématiquement en manière suffisante par les grandes ONG internationales parce qu'ils ont été submergés par cet afflux. Et donc ces habitants du Bangladesh arrivent avec de la nourriture pour peut-être 1000 personnes, se retrouvent encerclés de Rohingyas, et puis finalement ils doivent jeter la nourriture par les fenêtres. Ça crée des tensions parce qu'il y a des gens qui récupèrent 4 paquets pour ensuite les revendre plus cher, puis il y en a d'autres qui n'attrapent rien. Et donc les ONG auxquelles on a parlé ont dit que c'était excessivement problématique de distribuer de la nourriture comme ça parce qu'en fait ça crée énormément de tensions. Et ça crée un chaos incommensurable. On nous a parlé d'une histoire l'autre jour où un de ces camions humanitaires, le chauffeur était en train de compter des billets à l'avant et un Rohingya aurait vu ça et forcément serait devenu fou et aurait commencé à taper avec ses collègues sur le camion, aurait cassé la vitre pour prendre l'argent. Mais donc tout ça pour dire que cette aide spontanée des habitants du Bangladesh qui pourrait être une bonne chose est en fait plus compliquée à gérer que ça sur le terrain parce que ça crée des tensions et c'est pas comme ça qu'est censé se faire la distribution d'aide humanitaire où en principe chacun reçoit un ticket, chacun fait une file, il y en a assez pour tout le monde et voilà. Le problème c'est qu'actuellement les ONG ont été submergées et qu'il n'y a toujours pas d'accès à l'eau, d'accès aux toilettes, d'accès à la nourriture, d'accès aux médicaments en suffisance parce que la communauté internationale a vraiment été débordée. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle où on est à l'extrême sud du Bangladesh, à 2 heures de route de Cox's Bazar.
Les camps de Rohingyas sont derrière moi et on se dirige vers l'île où les Rohingyas arrivent par bateau en ayant traversé la baie de Bengale et en étant parti du Myanmar. C'est notre fixeur sur la gauche. Alors si un petit peu des informations de type pragmatico-pratique, lui on le paye 100 $. Il sert de fixeur et de traducteur. Mais donc ça veut dire qu'il a tous les contacts, qu'il connaît excessivement bien la région, qu'il sait ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les militaires, comment éviter les contrôles et tout ce genre de choses. Alors 100 $, ça peut paraître beaucoup, particulièrement pour la région. Le problème c'est que la demande est excessivement élevée actuellement avec les médias étrangers et que donc c'est difficile de trouver moins cher. C'est les prix du marché et c'est même plus cher pour les grandes chaînes de télévision. Et puis à part ça, on a dû payer 60 $ pour la location de la voiture pour la journée, mais donc on tourne quand même avec des journées autour de 160 $, 160-200 $ la journée. C'est pas donné, mais bon voilà, ça fait partie du jeu parce que forcément on ne connaît pas le terrain. Nous on arrive, on a besoin d'arriver rapidement à une information et donc c'est un moyen comme un autre de répondre à la demande et d'amener les journalistes là où ils veulent. Alors on a une nouvelle question, les ONG ont-elles l'intention de se mobiliser sur place? Alors oui, toutes celles qu'on a vues, c'est juste qu'elles sont submergées parce qu'elles n'arrivent pas à enregistrer des gens, parce qu'elles n'avaient pas prévu cette situation. Les attaques du 25 août n'ont pas été revendiquées, enfin elles n'ont pas été annoncées à l'avance et donc tout le monde a été un petit peu surpris par ces attaques du 25 août et par ces afflux de réfugiés. Alors elles se mobilisent, mais elles sont juste actuellement submergées. Sinon il y a autre chose aussi que nous on a vécu personnellement. On était censé se rendre dans les camps à la base avec Caritas, qui est une organisation de soutien humanitaire international catholique ou chrétien, je ne sais pas. Et en fait le problème c'est qu'ils n'ont toujours pas reçu l'autorisation du gouvernement pour commencer la distribution systématique des vivres qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'ils ont de la nourriture, ils sont prêts, ils ont une équipe sur le terrain, mais pour le moment ils n'ont pas encore reçu l'autorisation du gouvernement. Alors comment ça se fait? Bon, on n'a pas les raisons internes forcément, on n'est pas dans la tête du gouvernement du Bangladesh, mais ce qu'on pourrait résumer cette situation en disant que pendant tout un temps le Bangladesh n'a pas forcément voulu résoudre ce problème et s'attaquer au problème, préférant tenter de discuter avec le Myanmar pour que le Myanmar reprenne ses réfugiés Rohingyas, ce qui était peut-être un petit peu idéaliste, ce qui ne s'est pas produit. Et puis beaucoup de Rohingyas sont arrivés encore après. Et donc en fait il n'y a pas vraiment eu, il y a eu un espèce de déni peut-être. Notre fixeur, Manas, qui est là, vient de nous dire qu'il nous restait 2 heures parce qu'en fait apparemment on ne peut pas rester le soir dans cette zone. Quand on demande aux gens pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester, d'une part ils disent que les Rohingyas et les locaux risquent de nous attaquer parce qu'ils sont excessivement démunis. On a l'impression que nous, les histoires qu'on entend, c'est plutôt des cas isolés et que c'est pas tellement ça la vraie raison. Mais par contre, on nous dit aussi que ces terroristes / rebelles de l'Arsa qui sont des combattants Rohingyas qui se battent pour défendre le Myanmar, en fait recrutent dans ces camps et s'entraînent. Notre fixeur Manas qui est là nous a dit dans la voiture qu'il avait vu des réfugiés Rohingyas dans les camps enregistrés, donc qui sont là depuis un certain nombre d'années, s'entraîner avec ces officiers de l'Arsa pour retourner se battre après en Birmanie. Alors ce serait pratique, je vais mettre mes chaussures, je sais pas où est mon camarade Noé, mais donc voilà. Ok, voilà, le problème ici c'est qu'on risque de ne pas avoir beaucoup de temps parce que la nuit tombe vite, le soleil se couche à 6 heures et qu'il faut encore rentrer, qu'ici la nuit forcément c'est déjà compliqué là maintenant, donc la nuit c'est encore plus difficile, donc il va falloir se dépêcher. Je vais peut-être arrêter ce live là si vous n'avez pas d'autres questions. Merci Sahel pour tes encouragements et tes questions aussi. Et puis peut-être que je vous récupérerai plus loin quand on sera effectivement à cette île où les Rohingyas arrivent. On espère qu'on va pouvoir en montrer et que des bateaux vont arriver quand on est là. C'est pas dit, on vous tient au courant. Merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère qu'on vous a informé sur le terrain et que ça vous a plu. On se retrouve un petit peu plus tard. À très bientôt les amis. Et on peut terminer un beau panorama
enfin beau, tristement beau, de la situation autour de nous.